Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je tiens à remercier les personnes qui sont venues voir la vidéo, la toute première version. Donc je tenais à vous remercier de vive voix pour avoir visionné la première partie en tout cas, et puis d'être présent pour cette seconde partie. Pour la troisième partie de cet iceberg, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à m'envoyer une vidéo où vous réagissez sur un des films d'horreur ou de drame qui a pu le plus vous toucher, on va dire mentalement, psychologiquement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos réactions à mon Instagram, objectif_filmmaker. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie de cet iceberg de films d'horreur, de films malsains, de films gore. Nous allons nous attaquer du coup à cette troisième date de cet iceberg. Sans perdre de temps, nous allons plonger dans les autres bleus. Pour commencer cet iceberg, on va parler d'un film d'horreur qui, moi, personnellement, ne m'a pas touché, mais a touché pas mal de spectateurs. Et c'est un film qui est sorti en 2016. Nous allons parler de Grave. Grave a fait l'objet d'une censure au niveau d'une association cinématographique chrétienne par rapport aux scènes de violence, aux scènes de gore et aux scènes, évidemment, de sexe. La première de Grave s'est tenue le 14 mai 2016 lors de la 69e édition du Festival de Cannes. Le film a été présenté dans la section Semaine de la critique et il a pu d'ailleurs y recevoir un prix. Le film a été projeté à la séance de minuit lors du festival de Toronto, où il a provoqué l'évanouissement d'un couple à cause de ces scènes explicites. Ça raconte l'histoire de Justine qui va se rendre dans une école de vétérinaire. Justine est une végane avec le temps, entre guillemets. Elle va prendre goût à la viande, mais avec un autre style de viande, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je ne comprends pas pourquoi ce film a suscité du dégoût de la part des spectateurs. Après, quand j'avais vu le film pour la première fois, c'est vraiment, j'en suis ressorti, j'avais aimé, j'avais apprécié. Mais en le revoyant, plus je le revois, et plus je le déteste. L'idée de départ du film est très bien, mais c'est le développement qui s'ensuit dans le film qui, je trouve, complètement raté en fait. Parce qu'il y a, pour moi, beaucoup de cohérence par rapport à l'univers. Voilà, ces étudiants qui arrivent blues tachetés de sang. Dans quelle école tu fais ça ? Peut-être, ceux qui sont en école de vétérinaire, c'est le moment de vous manifester sous cette vidéo et de me dire si oui ou non on peut venir avec une blouse tachetée de sang en cours. C'est vraiment le moment de me répondre. On a deux nanas côte à côte et puis qui se mettent à pisser l'une sur l'autre ou elles pissent debout. C'est là que je ne comprends pas le génie quand on clame au génie ce film. Elle mange des doigts, t'as l'impression qu'elle bouffe des saucisses. Et si je me permets d'être extrêmement dur envers ce film, c'est simplement pour vous inviter justement à découvrir des films qui en valent plus la peine que d'autres. Aujourd'hui, on va acclamer le retour du cannibalisme avec Grave, que c'est un bon film de cannibalisme. Non, ce n'est pas un bon film de cannibalisme. On continue notre descente pour le prochain film. Pour ce film, je risque de me faire des ennemis. Alors, amis cinéphiles, je vous aime d'avance et je n'aime pas La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Je sais que Wes Craven est considéré comme étant l'un des plus grands réalisateurs d'horreur, de films d'horreur de tous les temps. J'ai envie de dire oui, mais je trouve que c'est un réalisateur qui a fait son temps. J'avoue que Scream, en tant que film d'horreur, m'a terrorisé lors de sa première séquence. La dernière maison sur la gauche, en soi, je comprends le message du film, je comprends ce qu'il veut me dire. Par exemple, je trouve que son aspect film pseudo-documentaire, j'ai un peu de mal avec l'image, que je trouve pas forcément très propre. Ensuite, la dernière maison sur la gauche aurait pu très bien se retrouver
être un film pornographique. Car de base, La dernière maison sur la gauche était censé être un film porno. Et Wes Craven a décidé de retirer toutes les scènes pornographiques. Je pense que ça a été une bonne idée. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas La dernière maison sur la gauche, c'est l'histoire de Marie qui va fêter son anniversaire. Elle va aller chercher de la drogue pour fumer. Attention, fumer c'est très mal. Elle va être accompagnée de sa copine. Elles vont tomber sur une bande de criminels qui vont les enlever, les emmener en forêt pour les violer et les massacrer. Voilà, les bases sont données. Ensuite, les bougres vont se retrouver chez les parents de Marie. La recette de films d'horreur qu'on fait maintenant et qu'on faisait mieux avant. Même si j'admets que je n'apprécie pas La dernière maison sur la gauche, j'apprécie énormément son inventivité. Par exemple, une des choses que je n'ai pas aimé dans La dernière maison sur la gauche, c'est la musique. Même si je la trouve très bien, par moments, je trouve que la musique ne colle pas du tout avec ce qu'on nous montre à l'image. Par exemple, on a deux policiers qui sont à la recherche de Marie, qui font les cons à l'arrière d'une bagnole parce qu'ils sont plus véhiculés, ils ont plus d'essence. Tu connais les bails, t'as l'impression de voir les Dupont et Dupont dans ton coin, quoi. Où es-tu ? Eh bien, je suis déjà au bas de l'escalier, essaie de suivre, voyons. T'as cette scène, et puis d'un coup, t'as une scène où t'as Marie qui est en train de se faire violer, pendant que t'as les autres qui sont en train de faire les cons à l'arrière d'une bagnole. Je pense que je suis un des rares à faire partie des gens qui n'aiment pas forcément La dernière maison sur la gauche, même si j'arrive à l'apprécier au fur et à mesure que je le revois, mais je vais pas être là à me dire... Je regardais un film dérangé ou un film dérangeant et me dire ouais, j'ai regardé La dernière maison sur la gauche. C'est pas forcément le film qui me vient à l'esprit. Le film qui me viendrait à l'esprit, c'est le prochain. C'est un film que j'ai découvert pour écrire cette vidéo et qui s'intitule Mysterious Skins. Bon, on va juste se poser 2 petites secondes. Je vais aborder un film qui est l'un des films les plus violents de cette vidéo. C'est simple, on va parler d'abus sur mineurs. Du coup, pour les personnes qui ne veulent pas voir cette partie, je vous invite à nous rejoindre à la partie suivante. Pour ceux qui veulent rester, continuez ensemble. Mysterious Skin, c'est un film dramatique néerlando-américain, écrit et réalisé par Greg Araki, sorti en 2004. Il est inspiré du livre homonyme de Scott Haim. On peut y retrouver Brady Corbet ainsi que Joseph Gordon-Levitt dans les rôles titres. Le film retrace la destruction, la chute psychologique de 2 personnages, donc sur 2 points de vue différents. Donc on a Neil et Brian qui ont subi des attouchements en étant plus jeunes. On va les retrouver ensuite à l'adolescence. Je dirais qu'ils ont plus entre 20 et 25 ans. On voit en fait comment ils réussissent en fait à vivre avec ce qu'ils ont vécu. Alors, par où commencer ? Le film est vu sous 2 lectures. On a déjà le point de vue de Neil, qui est un personnage qui se prostitue, qui vend son corps et qui ne prend même plus soin de son propre sexe, le laissant complètement moisir et pourrir. Et on peut voir que c'est un personnage aussi qui était l'un des favoris de son agresseur et lui, de son point de vue à lui, il avait des sentiments pour cette personne, se disant mais il m'aimait, etc. Et d'un autre point de vue, donc sur celui de Brian, il va tenter, pas d'oublier, mais de passer outre cette histoire en
disant qu'il y a des aliens et des extraterrestres qui vont débarquer chez lui, et puis il voit ça dans ses rêves, et puis il est même à fond dedans, il regarde même le ciel, l'espace, tous les trucs un peu paranormaux. Et justement, les aliens représentent indirectement son agresseur. C'est un film extrêmement dur, psychologiquement, mentalement. J'en suis ressorti, j'étais pétrifié, j'étais vraiment pas bien. Pendant 30 minutes, on a la présentation de nos personnages, donc Brian et Neil. On a des scènes d'attouchement sur un mineur. On voit pas l'acte, mais on le ressent. On te montre rien, mais on te dévoile tout. C'est extrêmement dérangeant parce que la manière dont c'est réalisé, l'agresseur est toujours filmé d'un point de vue de dominateur et la victime toujours filmée d'un point de vue de soumission. C'est un film qui m'a tout simplement terrifié. Il m'a terrifié de vérité parce que c'est un film qui est d'actualité aujourd'hui, et cette première partie de film dure 30 minutes et faut les tenir les 30 minutes parce que c'est dur, c'est très très dur. On a du mal à croire de se dire qu'on assiste à ce genre de choses, mais au-delà de la thématique dramatique du film, le film est d'une grande beauté visuelle. Le sujet est très très dur, mais le film en lui-même est splendide. On peut aussi avoir des scènes qui sont de grande tension et qui mènent parfois à des voies sans issue. C'est tout simplement le désespoir. C'est très dramatique, c'est très prenant. On a une scène à un moment donné où on a le père de Brian qui vient le voir et qui lui donne un cadeau pour son anniversaire. Et on a Brian qui lui dit mais depuis quand t'as été là pour moi? T'as jamais été là pour moi. Tu sais même pas ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et puis on voit toute cette décharge, toute cette haine en fait qu'il a envers son père. On sent toute la haine et toute la rage qu'il a gardée en lui lorsqu'il était petit, qui explose d'un coup comme ça. Ce film est un véritable coup de poing que je vous recommande. Mais voilà, c'est quand même très éprouvant à voir. C'est très éprouvant à voir. On a des scènes de viol, il y a des scènes de presque de torture. C'est un film sur la torture psychologique, la torture mentale. C'est un film qui vous retournera le cerveau, qui vous retournera l'estomac. Et je vous invite à voir ce film si vous en avez le cœur évidemment bien accroché. Pour le prochain film, on va parler d'un film qui m'a extrêmement dérangé lors de son premier visionnage. Il va s'agir de Canine, un film qui raconte l'histoire d'une famille qui vit dans une villa. Et il se trouve qu'il y a donc les parents et 2 enfants, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, les parents vont complètement isoler leur enfant du monde réel. Par exemple, il va y avoir des avions qui vont voler au-dessus d'eux et dans le ciel. Et les parents vont s'amuser à mettre des jouets d'avion dans le jardin en disant vous voyez comme c'est dangereux, ça tombe du ciel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont transformées et modifiées en fonction de ce qui se passe. Même des objets ne sont pas appelés par leur véritable nom d'objet. Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλυσε. Από τη μια, το λάθος του να φύγει ενώ δεν ήταν έτοιμος,
Ήταν τεράστιο. On a par exemple une des personnages, Christina, qui est l'une des seules personnes externes à pouvoir accéder à leur appartement. Elle est uniquement là pour satisfaire les désirs sexuels du fils. Un jour, elle offre à l'aîné un serre-tête qui brille dans le noir en échange d'un cunnilingus. D'après les parents, les enfants ne pourront accéder qu'au monde extérieur à partir du moment où leur canine sera tombée. Comment vous dire que ce film est extrêmement dérangeant, extrêmement dérangé, et ça m'a fait penser un petit peu au film de Michael Haneke, et il y a des moments qui sont extrêmement malaisants. Je repense encore une fois de plus à une scène où ils sont en train de danser. Je trouve ça ultra glauque et ultra macabre pour le coup. Pour cette partie, nous allons parler des films dits torture porn. Torture porn est un style de film où on a des tortures et des sévices qui sont faits sur le corps. Parfois, ça peut même être l'objet de viols. On va déjà commencer par un film dont je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est Hostel 2, qui cette fois-ci nous raconte le point de vue à la fois des touristes et à la fois le point de vue des bourreaux. Contrairement au premier Hostel qui nous plaçait uniquement du point de vue des touristes, et cette fois-ci on accède un petit peu plus à l'envers du décor de ce qui se cache derrière cette organisation. C'est un film qui est pour moi accessible, mais destiné à un public tout de même averti, même s'il n'y a pas forcément, on va dire, des grosses scènes de gore. Il y en a que j'ai trouvé très réussies, d'autres peut-être moins, mais dans la globalité de ce que nous propose Eli Roth, c'est une bonne suite qui joue quand même de son aspect très film d'horreur. Il arrive d'ailleurs à nous placer quelques petits caméos sympas. Lui, c'est Rio Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust. On reviendra un peu plus tard dans l'iceberg. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé le film tant que ça dérangé en fait. En revanche, pour le prochain film qui est The House That Jack Built, qui est ici réalisé par Lars von Trier, qui lui, pour le coup, est vraiment malsain. Le film nous retrace 4 meurtres qui est dit justement par Jacques sous forme de voix off et parfois d'images des meurtres, tout simplement. D'ailleurs, on a Uma Thurman qui a un des rôles dans le film. C'est un film qui va nous parler à la fois des meurtres sous fond de musique classique avec des tableaux. C'est du Lars von Trier, c'est très spécial, c'est très poétique. Tout de même, ça fait quand même l'apologie de la violence qui est parfois poussée un petit peu à son paroxysme. Mais le film qui m'a le plus traumatisé dans cette partie des eaux troubles, c'est un film qui parle de la mort, de la vie et de la renaissance. Enter the Void raconte les dernières minutes d'une vie, filmée d'un point de vue subjectif. On est sur le point de vue subjectif d'un personnage avant un accident mortel. Gaspard Noé s'est inspiré du livre des morts pour réaliser Enter the Void. L'intégralité du film est filmé soit du point de vue subjectif du personnage, ou soit la caméra se trouve derrière lui. C'est-à-dire qu'on a très peu de plans où on va le voir de face. On a uniquement un plan où on le voit face à son miroir. On va parler rapidement du générique qui est épileptique à souhait, qui je trouve est l'un des meilleurs génériques que j'ai vu de tous les temps, où chaque technicien et chaque comédien avait sa propre typo pour pouvoir distinguer qui est qui, nous place directement dans un contexte de film un petit peu sous acide. C'est justement cette impression qu'on peut avoir justement sur l'ensemble du film de Gaspard Noé. On a énormément de séquences où on a le personnage qui est en train de fumer un bang. Alors je sais même plus si c'est un bang d'ailleurs. On voit l'esprit qui sort de son corps, qui revient dans sa tête. La réalisation est splendide, les plans sont magistrales. Il est un immense hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace. Avant que le film ne se passe à Tokyo,
évidemment, le réalisateur avait pensé à le tourner soit à Paris ou soit à New York. J'avoue que Enter the Void à Paris, ça aurait été magique de nous montrer un Paris avec les yeux d'un Gaspard Noé comme il avait pu le faire dans Irréversible, où c'était vraiment une ambiance très crade, enfin c'est le sujet qui en lui-même était crade dans Irréversible justement. Enter the Void devait se tourner avant Irréversible. Irréversible qui d'ailleurs a fait scandale au Festival de Cannes lors de sa projection. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Sincèrement, je vais te regarder. C'est un malade mental. Qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Enter the Void comptait à peu près une centaine de pages de script, alors que Irréversible, lui, tenait sur même pas quelques pages, voire quelques lignes. Je crois qu'il était en 4 pages. Il est présent dans une des éditions d'Irréversible en DVD collector. Le scénario n'est pas ressorti dans la nouvelle version d'Irréversible, avec la version intégrale et la version inversée. Mais vous avez la version du scénario en tout cas qui est disponible dans un des coffrets que je pourrais éventuellement vous mettre en description. Et évidemment, comme on est sur du Gaspard Noé, il va y avoir énormément de scènes très crues, des séquences qui vont nous retourner la tête. Pour moi, c'est justement un des meilleurs films de Gaspard Noé qui était déjà revenu l'année dernière. 2022, ça a l'air de faire loin maintenant, et qui nous avait proposé Vortex justement lors de son dernier film. Alors je vous cache pas que pour cette partie de l'iceberg, il y a beaucoup de films que je n'ai pas vu, même s'il y en a qu'un que j'ai découvert. Donc s'il y a des films qui vous ont semi-trauma, écoutez, n'hésitez pas à les faire partager, en tout cas en commentaire. Je vous préviens d'avance, cette partie-là va être hardcore. Mais très hardcore. Alors préparez-vous. Nous allons plonger dans les eaux profondes. Et d'ailleurs, Laurent Lucas est un des acteurs qu'on va retrouver dans le prochain film de cet iceberg, qui est ni plus ni moins Calvaire, réalisé par Fabrice Luvels. Pour vous résumer Calvaire, c'est l'histoire de Mark Stevens qui va se rendre à un gala de Noël pour faire une prestation musicale. Il va tomber en panne et non loin de là, il sera à l'auberge de Bartel qui va le recueillir en pleine nuit. Ce film est drôle. Il est très drôle parce que je trouve que en voyant le film, on va pas tout tilter dès le premier visionnage, mais plus on le voit, plus on trouve que l'idée est malsaine et ultra décalée évidemment. Mais je sais pas, chez moi c'est un film qui me fait beaucoup rire. J'ai vraiment l'impression de voir un film d'horreur de comédie devant Calvaire. Je passe un excellent moment. Je trouve qu'il y a énormément de références cinématographiques telles que Alfred Hitchcock. Lorsqu'on a par exemple Laurent Lucas qui est sur l'autoroute, et on a pratiquement plan par plan le même découpage. On va reprendre les mêmes thématiques de plan, la même thématique de montage. J'ai trouvé le point de vue intéressant et au-delà de ça, je trouve que la mise en scène est vraiment top. Et même le décor est assez minime, mais qui laisse place à une lumière et à quelque chose d'angoissant. La scène, moi, qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément les scènes de violence, c'est une scène très étrange que voici.
Alors oui, cette scène, pour moi, sort de nulle part. On est dans un décalage complet pour nous montrer qu'on est dans un autre monde. Les villageois sont les extraterrestres. Et Mark Stevens est, c'est pas le Christ. À un moment donné, on a Jackie Berroyer qui crucifie Mark Stevens. Je trouve qu'il y a des images et des thématiques dans ce film qui sont vraiment pas mal et la tension est vraiment constamment présente. J'arrive pas à m'ennuyer devant ce film. Beaucoup de personnes le trouvent ennuyeux, beaucoup de personnes trouvent que c'est pas un film forcément très bon. Moi je trouve qu'au contraire, je l'ai revu récemment en 4K et je trouve que justement la version remasterisée est vraiment géniale. Dernière petite parenthèse pour clôturer Calvaire. Il me semblait important d'en parler. On dit souvent que la lumière est très importante dans un film. Et justement avec Calvaire, le chef opérateur qui se trouve derrière justement cette lumière et ce cadrage est ni plus ni moins que le chef opérateur d'Irréversible, donc un des chefs opérateurs favoris de Gaspard Noé, car il travaille pratiquement dans tous ses films. Benoît Deby est un excellent chef opérateur qui arrive à créer une lumière naturelle avec voilà des lampes, des filtres sur les ampoules. Voilà, j'ai trouvé vraiment l'éclairage très astucieux, très recherché et les ombres sont parfaitement bien travaillées, sont parfaitement bien maîtrisées, de même pour le cadrage. Pour moi, ce film est une réussite totale, c'est un de mes plus gros coups de cœur de film d'horreur, en tout cas. Si vous êtes amateur de cinéma d'horreur, on va dire semi-extrême, je pense que vous allez connaître le film dont nous allons parler. Ceux qui n'ont pas vu le film, je pense que vous allez vous rappeler du premier épisode qui était The Human Centipede. The Human Centipede raconte l'histoire d'un chirurgien allemand qui décide de relier 3 personnes entre elles afin de créer un seul et même organe digestif. Bon, je vais pas vous faire de dessin. Le premier film avait une idée vachement originale et arrivait à nous amener sur un film qui était un petit peu similaire à celui qu'on avait pu avoir avec Toby Hooper sur Massacre à la tronçonneuse. Évidemment, on s'inspire toujours autant des meilleurs, hein, comme Fabrice Duvels a pu le faire dans Calvaire. Là, ici, on s'en inspire pour créer une atmosphère de huis clos oppressante, avec un personnage complètement taré. The Human Centipede 2 est une suite indirectement au premier film où on a affaire à un homme qui adore le premier The Human Centipede et qui voudrait reproduire évidemment ce genre de choses avec beaucoup plus de personnes pour un film encore plus trash, encore plus dégueulasse, qui joue de son aspect film censuré entre guillemets, parce que le film est infect, mais réellement infect. Même me taper un délire devant ce film, je n'y arrive pas, parce que on est sur un film qui est pour moi beaucoup trop glauque et beaucoup trop malsain pour moi. On a cette espèce de mec qui va enlever une vingtaine de personnes de manière complètement horrible. On va avoir cette scène avec le pauvre bébé qui est dans la voiture et qui a vu ses parents se faire tuer devant lui. On a aussi une scène où on a une femme qui accouche. C'est ignoble, c'est immonde. Ce film est une merde, est une vraie merde. Mais en termes de gore et en termes de côté dérangé, c'est un film que je vous recommande. Mais vraiment attention, c'est un film purement dégueulasse
Et voilà, il existe. Et le troisième est une vraie daube, par contre, une vraie merde. Pour le prochain film, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui soit en ont entendu parler, ou soit vous l'avez tout simplement vu, ou soit vous ne le connaissez pas et vous vivez simplement sur Mars. Le prochain film dont nous allons parler est un film très grave, très violent, et on a affaire à de véritables meurtres d'animaux dans ce film. Je vous avais parlé un petit peu avant d'Hostel 2, on y voyait Ruggiero Deodato, et cette fois-ci nous voyons un film qui fait partie de cette liste. C'est pas étonnant. L'ensemble du film se déroule dans la forêt amazonienne où on a une équipe de jeunes chercheurs qui se rendent en Amazonie et qui se retrouvent disparus. Le professeur qui décide de se lancer à la recherche des jeunes qui ont disparu. Ils vont retrouver des cassettes dans une forêt de cannibales où évidemment on aura assisté à une multitude de massacres d'animaux. Et puis après, on visionne les cassettes retrouvées par les chercheurs pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on peut diffuser ça au grand public. À la fin, tu dis non. Non, mais t'as tout vu. Beaucoup de gens ne vont pas du tout adhérer à Cannibal Holocaust. Mais personnellement, j'y adhère. Je défends corps et âme que le film n'aurait pas dû montrer autant de meurtres d'animaux. La justification du réalisateur était de dire que sur le tournage il fallait bien manger, donc pour manger on a besoin de forcément manger de la nourriture, donc on va filmer les meurtres des animaux qu'on va manger pour nourrir les gens sur le tournage. Ok, mais tu le filmes pas ça en fait. Tu vas pas nous montrer une tortue se faire couper la tête et se faire ouvrir de ses tripes. Il y a des choses que tu montres pas. Faut pas montrer ça. Mais justement, à la fin du film, on nous dit on ne peut pas montrer ça au public et nous venons d'y assister. C'est très fort. C'est très fort et je pense que le message vraiment du film était de surtout, mais vous avez eu l'occasion d'arrêter en fait. Vous avez eu l'occasion de partir. Pourquoi avoir continué ? Et à la fin, c'est vrai qu'on se dit, ouais, peut-être qu'on aurait dû s'arrêter, ou peut-être que ce que je viens de voir est je peux même pas dire un bijou de cinéma. Je trouve qu'il y a une vraie moralité à la fin de ce film. Alors comme vous avez pu vous en douter, le film contient énormément d'images qui sont d'une extrême violence. On a des viols, de l'amputation, de la décapitation et de l'anthropophagie évidemment. Le film a fait énormément de bruit lorsqu'il a eu sa première projection en Italie. Le film est saisi par le magistrat italien après sa toute première diffusion en Italie, tandis que le réalisateur est arrêté pour délit d'obscénité. Il a été aussi accusé d'avoir fait évidemment un snuff movie. Il avait fait signer un accord aux comédiens leur disant qu'ils devaient totalement disparaître, ne plus donner signe de vie. Mais Deodato est disculpé de tout ça et il sera condamné pour la cruauté qu'il a fait envers les animaux. Le film a d'ailleurs été interdit dans une 60aine de pays, dont l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et l'Australie. Et évidemment, aujourd'hui, il est considéré comme étant un film culte, malgré l'ensemble de ces images qui sont d'une extrême violence, par la réputation lors de sa sortie. Le film de Ruggiero Deodato a voulu surtout dénoncer le pouvoir que le journalisme avait envers la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une société qui est dépeinte d'un côté avec le côté de la ville qui est New York, et de l'autre côté nous avons l'Amazonie, quelque chose qui est sous une autre forme, une conquête des choses que nous ne connaissons pas et sur lesquelles nous allons aller sur un terrain inconnu. Mais évidemment, les idées de Ruggiero Deodato en disant que le film est censé défendre le journalisme, on va plus retenir les scènes qui sont évidemment ultra violentes.
Et pour moi, maintenant, avec le recul que j'ai pu prendre sur Cannibal Holocaust, c'est vrai que la première fois que j'ai découvert ce film, ça a été une vraie claque, mais dans le mauvais sens du terme, ça a été un coup de poing à l'estomac. Je dois dire que même si maintenant j'essaye de passer outre toutes ces séquences qui sont d'une cruauté envers les animaux, évidemment, on ne peut pas le nier, mais voilà. Comme disait Ruggiero Deodato, on accepte bien des corridas. Pourquoi dans mon film, je serais accusé d'avoir tué des animaux alors qu'on en tue dans les corridas. Bon, c'est une idée qui se défend, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Simplement, je trouve que Cannibal Holocaust a un véritable message et n'est pas un film débile comme on va avoir par exemple avec Green Inferno. Qui se veut être un hommage à Cannibal Holocaust. Alors je suis désolé Eliros, mais Green Inferno c'est vraiment pas du même niveau que Cannibal Holocaust. Même si on a l'idée qui est là, qui est amenée au goût d'aujourd'hui, je trouve que ça passe moyennement. Moi je dirais plus de vous pencher vers un Cannibal Holocaust qui serait peut-être, je dirais, plus mature. Mais il y a des séquences très dures à voir. Voilà, je félicite la scène de la tortue qui se fait éventrer. On a à un moment donné une villageoise qui se fait violer. Ils sont évacués, ils brûlent les maisons des cannibales. C'est un film qui est tout simplement horrible, que ce soit sur la cruauté humaine, que ce soit sur les séquences de violence, qui sont extrêmes. On a un mec qui se fait couper son sexe à un moment donné, une tête qui se fait trancher. Voilà, il y a des scènes qui sont très crues, mais honnêtement, pour moi aujourd'hui, ça en vaut la peine. Mais regardez ce film avec une certaine maturité, peut-être un regard qu'on a sur la société actuellement. Bon, pour le prochain film, je vais vous avouer une chose. Je n'ai pas eu le courage de le voir, mais j'ai simplement eu un minimum de couilles et de regarder un minimum d'informations sur ce film, ou du moins sur les événements dont il va parler. On va parler de Philosophy of Knife, la philosophie du couteau, qui est un film qui se veut être documentaire, et qui est documentaire évidemment parce qu'il y a des images d'archives dans ce putain de film, de 4 heures. On a affaire à des expériences qui ont été faites dans l'usine 731 avec les cobayes humains de Shiroishi. Et de ces expériences biologiques sur des milliers de civils chinois. Dans le commentaire du film, Paul dit « infectés par des maladies mortelles, puis parfois disséqués alors qu'ils étaient encore en vie, ils ne leur accordaient pas plus de dignité que des rats de laboratoire. » Il se trouve qu'on assiste pendant plus de 4 heures à des séquences qui sont d'une extrême violence. Les différentes expérimentations qu'il fera sur le corps. J'ai préféré regarder des documentaires et me renseigner sur ce film et ce que représentait l'usine 731. Eh bien, j'en déduis que c'est un film horrible. Même si je l'ai pas vu, de ce que j'ai pu lire, des témoignages, c'est un film qui est d'une extrême violence. On a une scène des bébés siamois collés qui avancent avec leurs mains. C'est des visions de cauchemar. C'est un film purement cauchemardesque qui nous emmène dans les bas-fonds de ce que peut représenter la cruauté humaine sur ce monde. Aujourd'hui, on va se cacher derrière des soi-disant organisations qui font office de camps de civilisation qui en fait sont des camps de redressement et qui sont à la limite des camps de concentration qu'on pouvait avoir avant, sauf que au jour d'aujourd'hui on va pas nous le dire. On va bien nous le cacher. Encore une dénonciation que Ruggiero Deodato aurait eu plaisir de nous faire en tout cas partager. Si on est à la recherche de films extrêmes au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'on veut accéder à des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir devant des films, on va dire, dits accessibles. L'horreur que l'être humain a pu faire dans le passé
et restera gravé dans les livres d'histoire, mais restera un traumatisme pour ceux qui l'ont vécu. De soi-disant camps de transformation par l'éducation se cachent en réalité une centaine de milliers de musulmans, ouïghours ou kazakhs. Je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. L'horreur, au jour d'aujourd'hui, peut très bien se tenir en bas de chez vous. Je vous invite à prendre soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine partie et la dernière de cet iceberg.